Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Olivier Babin, directeur senior expansion d'affaires pour la RBC. Aujourd'hui, avec lui, je vais parler d'investissement, mais plus particulièrement d'investissement responsable. Qu'est-ce que l'investissement responsable? On va le démystifier un peu, mais juste pour vous dire que ça va dans l'évolution actuelle des entreprises, ça va dans les nouvelles tendances d'investissement, mais aussi Heu, c'est des investissements qui vont de plus en plus respecter les valeurs des investisseurs. Donc, qu'est-ce que ça demande? Oui, ça va demander des changements au niveau de l'interaction avec l'environnement, un changement des pratiques de gestion du personnel et aussi une gouvernance plus saine. Mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives au Cégep de Rimouski et je vous souhaite la bienvenue à ce 8e balado TAD. Alors, bienvenue Olivier, merci d'être avec nous ce matin pour une petite balado avec un sujet particulier. Ça va? Ouais, ça va bien toi, merci beaucoup pour l'opportunité, puis merci pour ton temps. Ouais, puis je vais répondre à la question tout de suite. Oui, Olivier Babin, Michel Babin, on a un lien de parenté. Olivier qui est un neveu assumé. Euh, donc, c'est ça. Mais non, je l'invite Olivier pour passer de la famille parce qu'il y a quand même un cheminement assez intéressant. Puis aussi, il occupe un poste actuellement qui est très intéressant. Fait que Olivier, avant de commencer, je vais te demander là, de parler. C'est quoi ton parcours? Peut-être scolaire qui est un peu particulier, mais aussi ton parcours professionnel pour en arriver à ton poste actuel. Oui, absolument. Donc, mon parcours scolaire et carrière a commencé vraiment avec une semaine au Cégep de Rimouski en technique admin. Par la suite, je me suis dirigé vers le Nouveau-Brunswick, à l'Université de Nouveau-Brunswick. Et mon parcours carrière a vraiment commencé durant ma dernière année à l'Université de Nouveau-Brunswick, quand je suis devenu l'ambassadeur pour le TMX. Donc, ma job, c'est vraiment là, de faire la promotion de la simulation boursière à l'Université de Nouveau-Brunswick. Durant cette année, je suis allé à une compétition de finance à Toronto, durant laquelle on était là pour quelques jours. On a visité le TMX. Durant ma visite, à la fin de la visite, j'étais avec quelques amis dans l'ascenseur en sortant du TMX. Et puis, dans l'ascenseur, puis il y a un monsieur qui est rentré dans l'ascenseur, puis il y avait une pin TMX sur son blouson. Puis j'ai dit, ah, j'ai dit, belle pin. Puis il a dit, ben, c'est une pin de même, il faut que tu travailles pour moi. J'ai dit, ah, ben, justement, je travaille pour toi, mais je travaille pour vous, mais au Nouveau-Brunswick. Il a dit, ah, intéressant. Donc, on a commencé à parler de produits dérivés et autres. Il m'a donné sa carte. Puis, ça a donné que le soir, on avait un 5 à 7 au TMX. Puis, le président de la chambre de compensation, il est venu me voir. Il dit, hey, c'est toi, Olivier? Je suis comme, ouais. Il dit, t'en voulais une? Puis, il m'a donné une pin du TMX. Puis, j'ai dit, hey, j'ai dit, comment ça marche votre programme d'internship, de coop? Puis, il m'a dit, ah, envoie-moi un courriel, puis je t'organise ça. Donc, ça fait une petite parenthèse, mais c'est pour ça que j'ai souvent aux jeunes étudiants de quand votre instinct vous dit de faire un mouvement comme ça, d'envoyer un message LinkedIn, appeler quelqu'un, ou envoyer un email, je dis tout le temps, faites confiance à votre instinct, faites le move parce que des fois, ça vous ouvre des opportunités que vous n'auriez même pas cru possible. Donc, j'ai commencé chez TMX en stratégie. Donc, vraiment, la stratégie pour une chambre de compensation, mon rôle était d'analyser ce que les autres bourses dans le monde font, comme en Australie, en Europe, aux US, bon, un peu leur système de frais, leur système de volume et autres, et vraiment ramener ça à notre bourse à nous, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour innover. Après un an et demi, j'ai fait beaucoup de PowerPoint, beaucoup d'analyses, puis je voulais comme être plus au niveau des clients, vraiment là, en vente, relation client. Donc, j'ai vraiment fait commencer à faire du networking, puis finalement, quelqu'un m'a connecté avec RBC dans le rôle que je suis maintenant, qui est vraiment directeur d'expansion d'affaires pour RBC, gestion mondiale d'actifs. Donc, notre rôle, nous, chez RBC Gestion mondiale d'actifs, c'est d'être des partenaires aux conseillers financiers, puis les conseillers, les planificateurs financiers, pardon. Donc, étant partenaire, on amène différents services comme des solutions d'investissement, donc des fonds mutuels, fonds négociés en bourse. On amène aussi des perspectives économiques de nos gestionnaires et d'autres services de portefeuille pour les conseillers financiers de la région. Puis, être plus spécifique, dans ma région, moi, c'est l'Est du Québec, donc vraiment de Victoriaville jusqu'à Bécomo. C'est dans ma région. Donc, ça vraiment englobe mon parcours de carrière. Donc, maintenant, chez RBC, directeur d'expansion d'emploi. Ah, puis dis-là, ta carrière, c'est d'être en contact avec les gens, puis c'est sûr que, bon, tu as commencé un petit peu avant le confinement, la pandémie, mais est-ce que ça t'a donné un petit peu de trouble, là, tu sais, parce que je sais que tu es un gars de relations humaines, là, puis tu es un gars de contact, mais est-ce qu'au début, ça a été difficile de dire, bon, mes clients, il faut que je les voie à distance, parce qu'il n'y a pas juste
c'était tout le monde qui était. Il n'y avait pas grand monde qui était habitué finalement à se voir en ligne comme ça, là. Ouais, ben, au niveau personnel, ça a été dur parce que ça fait 2 ans que j'étais dans ma chambre à Montréal, dans une petite chambre. Donc, les chambres à Montréal, c'est pas aussi grande que les chambres à Rimouski, je vous dirais. Donc, 2 ans dans ma chambre, au niveau personnel, c'est plus difficile. Mais pour les clients, vraiment, tout le monde était très rapide d'adopter tous les, tu sais, les Teams, des WebEx pour commencer à faire des rencontres en ligne. Et donc, l'impact n'a pas été tant ressenti de notre côté. Tu as quand même été capable de faire nos rencontres clients par WebEx, même qu'on a quasiment peut-être plus, vu qu'on n'avait pas besoin de se déplacer pour aller voir les clients. Mais c'est certain qu'on a manqué l'aspect, tu sais, aller pour des lunchs, se voir physiquement. Il y a définitivement une différence par caméra vidéo qu'être là en face à face. Mais une chance que j'ai eu mes clients pour leur parler à chaque jour, soit par vidéo ou par téléphone, pour amener un petit peu de social dans ma vie de confinement. Ah oui, c'est sûr, mais ça a été ça pour tout le monde, là. Puis dans les 2 dernières années, je suis du coq à l'âne parce que je veux pas qu'on discute pendant 1 heure et quart, malgré que ce serait facile, Ouais. là. Donc, c'est ça, mais dans les 2 dernières années, il y a eu ça, mais tu sais, c'est sûr, bon, on parlera pas d'analyse de bourse, ça, c'est pas ton rôle, puis bon, c'est un peu complexe, là, des fois, quand on sort de notre rôle de conseiller, mais juste d'arriver, là, au niveau de l'investissement, est-ce qu'il y a eu des mouvements des gens qui ont peut-être des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites ou des choses qui ont caractérisé 2 dernières années, des tendances dans l'investissement? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des affaires folles ou tout simplement des gens qui ont été. C'était quoi, là, Elle est longue ma question, mais est-ce qu'il y en a qui ont Non, été. mais excellente question. Puis je te dirais là, que la plus grande caractéristique que j'ai pu identifier là, durant les 2 dernières années boursières, c'était vraiment de voir au-delà de la volatilité et du bruit à court terme, puis vraiment là, de garder le cap sur le volet long terme. Au cours des 2 dernières années, comme tu l'as mentionné, les marchés ont vu beaucoup de volatilité. Puis cette volatilité-là, l'histoire peut vraiment se diviser en 3 chapitres. Vraiment, le premier chapitre, l'arrivée du COVID. Ouais. Le deuxième chapitre, la relance boursière de la fin 2020-2021. Puis troisièmement, ben maintenant, on est dans cette période-là qui est plus vraiment la digestion des événements des 2 années dernières. Puis c'est cette période-là en ce moment qui est vraiment importante au niveau des investisseurs. Puis c'est de faire confiance à votre stratégie de placement, à votre conseiller financier, planificateur financier et même votre stratégie personnelle, puis penser à long terme. Parce qu'en ce moment, c'est une période qui a déjà été vue dans le marché. Il y en a eu d'autres, des baisses comme ça, je dirais environ 40 baisses d'environ 10% depuis 1988. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on voit des événements comme ça. Donc, pour les investisseurs, c'est important d'être resté investi puis de penser à long terme. Ouais, ben, pas céder à panique comme il y en a qui ont fait. Non, Non, c'est ça, c'est d'attendre un petit non, peu. Mais ça a changé exact. aussi les habitudes d'épargne. C'est sûr qu'il y en a qui étaient plus à risque, il y en a qui sont plus raisonnables dans leur investissement, mais est-ce que ça a changé les façons d'épargner ou les habitudes d'investissement, là? Je te dirais que la première tendance qui a été vue, c'est vraiment l'augmentation au niveau du taux d'épargne au Canada. OK. Avant la crise, on avait un taux d'épargne qui était environ de 2 à 4 Maintenant, le taux d'épargne est environ à 10 Donc, c'est OK. vraiment un des aspects qui a vraiment bénéficié de cette pandémie-là, c'est le taux d'épargne au Canada. Puis la deuxième, en termes d'habitude d'épargne, un terme qui a vraiment gagné en popularité rapidement durant cette pandémie et durant les 10 dernières années, je vous dirais, mais vraiment au niveau des 5 dernières années, c'est l'investissement responsable. Ouais. Quand on parle les placements d'investissement responsables, ils ont plus que doublé l'an dernier, donc de 17 milliards à 34 milliards. Ouf. Puis ils ont triplé depuis 2017. Donc, il y a vraiment un appétit grandissant pour cette tendance qui est l'investissement responsable. C'était un peu pour ça que je t'ai invité là, dans le balado, là, c'est de parler des investissements responsables. Mais en gros, là, l'investissement responsable est lié à des entreprises qui ont certaines caractéristiques. C'est de prendre son temps et de Exact. trouver les bonnes entreprises qui correspondent à nos valeurs. Mais c'est quoi les critères, là, en gros, d'une entreprise qui est responsable? Ouais, ben, premièrement, l'investissement responsable, c'est vraiment une approche qui, en plus de tenir compte des critères financiers habituels, tels que les marges, les flux de trésorerie, on intègre des facteurs ESG. Donc, l'ESG, c'est vraiment environnementaux. Est-ce que la compagnie fait des efforts pour améliorer leurs pratiques sur un point environnemental?
Le S, qui est au niveau social, est-ce que la compagnie fait des efforts pour s'impliquer dans la communauté? Puis le G, finalement, gouvernance, c'est comment est-ce que la compagnie est gouvernée. Donc, vraiment, le E, le S et le G, ces facteurs peuvent vraiment varier selon les valeurs et les objectifs de chaque investisseur. Mais vraiment, l'investissement responsable est vraiment une belle façon de permettre aux investisseurs d'investir vraiment en correspondant, investir leur argent en correspondant avec leurs valeurs personnelles. Oui, bien c'est ça. Puis on ne cherche pas nécessairement les compagnies qui sont parfaites. On cherche des fois les compagnies qui font des efforts pour s'améliorer au niveau de leur gestion là, dans les trois éléments que tu as dit. Mais c'est ça. Puis Exact. il y a une sensibilité au niveau des employés aussi. Quand tu parles de la gestion interne, ben c'est de limiter toutes les problématiques avec les employés. À l'externe aussi, faire attention à l'environnement. Puis après ça, tu disais être impliqué. C'est trois éléments, je pense, qui correspondent. Mais ces compagnies-là, tu sais, ça existe. C'est sûr qu'il faut faire certaines recherches, mais si quelqu'un arrive et qui disait, ben moi, j'ai certaines valeurs, je ne veux pas aller dans les entreprises, là, tu sais, quand on dit les grosses entreprises extra-capitalistes, là, Ouais. est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous orienter pour trouver ces compagnies-là ou tout simplement ces groupes de fonds d'investissement? Je dirais que la meilleure façon serait d'aller voir avec un, un conseiller financier ou un planificateur en finance, pardon, parce qu'eux ont les ressources pour pouvoir investir dans ces fonds-là et ils connaissent les fonds. Donc, l'importance, la chose la plus importante quand vous voulez investir en investissement responsable, c'est de savoir qu'est-ce qui vous tient à cœur. Comme tu as dit, Michel, c'est des compagnies qui sont extrêmement capitalistes, ben, le dire à votre conseiller financier et il pourra par la suite vous diriger vers les solutions qui vont vraiment euh, cibler ce segment-là du marché. Sinon, d'autres tendances qu'on entend beaucoup plus parler, c'est au niveau des gaz à effet de serre. Donc, vraiment, essayer d'éliminer toutes les compagnies qui sont reliées au pétrole. C'est vraiment une tendance qu'on voit beaucoup. Donc, certains fonds dans l'industrie, des fonds de placement, vont exclure entièrement les compagnies de pétrole de leurs investissements. Donc, vraiment, la meilleure façon serait d'aller avec justement, aller voir un conseiller financier ou un planificateur financier qui, eux, pourront vraiment identifier les bonnes solutions pour vous. Puis pourquoi je recommande de le faire comme ça? C'est parce que les gestionnaires de fonds dans l'industrie ont les ressources pour pouvoir analyser les compagnies plus en détail. Premièrement, il va y avoir des fournisseurs de données d'investissement responsables. Donc, ça existe dans l'industrie, des compagnies, comme je disais, les noms de compagnies, peut-être que je ne les connaîtrais pas, mais tu sais, les Sustainalytics, des MSCI, qui sont des fournisseurs de données ESG qui sont utilisés par les gestionnaires de fonds pour, par la suite, faire les décisions de placement. La deuxième chose, c'est que les gestionnaires de fonds ont les ressources pour pouvoir être présents avec les compagnies durant vraiment leur journée, leur développement durable. Donc, ils vont être dans les appels trimestriels pour s'assurer que les compagnies améliorent ou vraiment font leurs efforts qu'ils avaient dit qu'ils feraient au niveau de leur pratique ESG. Puis la dernière chose qui est intéressante, c'est que les gestionnaires de fonds, prenant des grandes positions dans les compagnies en portefeuille ESG, ben, ils ont des droits comme des votes par procuration qui OK. leur permet de vraiment aider les conseils exécutifs dans leurs décisions. Ils faut vraiment être des activistes dans les positions en portefeuille. Donc, vraiment aller respecter les critères des clients. Oui, puis c'est ça, puis peut-être voir là, s'il y en a qui poussent plus. Tantôt, on parlait hors d'onde, là, on se disait, bon, faire de la recherche pour trouver les compagnies responsables, c'est peut-être un peu plus long, mais tu sais, si ça correspond à vos valeurs, je parlais, Olivier, c'est comme faire pousser ses tomates, tu sais, on limite les impacts sur l'environnement, c'est dans notre cours, tout ça, c'est plus long pour avoir notre résultat, c'est peut-être ça aussi au niveau de la recherche, là, de trouver les entreprises qui correspondent à nos valeurs. C'est aussi un moyen de mitiger les risques à long terme. Ouais. Quand on investit à des compagnies qui touchent à nos valeurs, ben, premièrement, on tombe en amour avec les compagnies qu'on détient en portefeuille parce qu'ils respectent vraiment nos valeurs. Puis deuxièmement, ces compagnies-là, qu'on amène les facteurs ESG, euh, ça a été prouvé ou c'est vraiment un des gros positifs de l'ESG, c'est qu'on essaie de mitiger les risques d'une catastrophe à long terme qui pourrait impacter le cours de l'action. C'est soit des catastrophes environnementales, des fraudes fiscales. Donc, c'est vraiment des catastrophes qui pourraient être évitées en amenant des facteurs extra-financiers
comme l'ESG. Oui, parce que ça ne prend pas grand-chose à un moment donné. Ça prend juste une petite catastrophe, un petit accident ou une compagnie qui va signer, je ne sais pas, un sous-traitant dans un autre pays où il ne respecte pas nécessairement les droits humains, que l'action va plonger. Donc, avec certaines entreprises, tu sais, des fois, il y a des surprises, ils sont obligés de se défendre dans les médias, mais là, quand il arrive et qu'il y a déjà une recherche qui est faite ou qu'il y a un effort d'évolution qui est fait, ça peut être bénéfique pour le futur. Là. On limite les baisses. Puis quand on regarde ça, est-ce que c'est dans les. Aujourd'hui, les investisseurs, est-ce qu'ils sont plus consciencieux de ça? Est-ce qu'ils regardent un peu plus ça ou il y en a que c'est vraiment. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui doivent regarder l'argent, là, ils doivent juste regarder les graphiques, ils n'analysent pas trop ce qui se passe dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu vois passer les fonds, tu vois passer les actions? Est-ce que. Ben, tantôt, tu parlais que ça avait doublé, mais dans tes discussions au jour le jour, est-ce que tu en entends parler un peu? Oui, puis je te dirais qu'il y a vraiment deux facettes à cette question-là. La première, c'est vraiment l'arrivée de l'ESG. OK. L'arrivée de l'ESG est arrivée là, écoute, plus d'une décennie. Puis l'arrivée de l'ESG est vraiment arrivée parce que le marché a évolué. OK. Le marché a vraiment évolué. Quand on regarde la composition des compagnies, que je te ramène en 1975. 1975, quand tu regardais la composition d'une compagnie, tu avais 83 de la compagnie qui étaient des actifs tangibles, puis 17 des actifs de la compagnie qui étaient des actifs intangibles. Donc, quand tu regardais une compagnie comme ça en 1975, c'était plus facile d'évaluer la valeur de la compagnie ayant 83 des actifs qui étaient tangibles. Maintenant, on arrive plus en 2015, et dans la données que j'ai ici, 87 de la compagnie, les actifs de la compagnie, sont intangibles, puis 13 est tangible. Donc, il a fallu développer des moyens autres que les analyses conventionnelles de vraiment les marges de profit, les rendements, les flux de trésorerie, pour pouvoir analyser les compagnies. Donc, c'est de là est arrivé l'investissement responsable, l'ESG, une des nouvelles façons d'investir, pour arriver avec des facteurs extra-financiers pour pouvoir évaluer le cours d'une action, mais vraiment poser des questions plus spécifiques aux gestionnaires, outre que la performance dans le rapport financier. C'est amener des autres facteurs pour pouvoir prendre des décisions de placement à long terme. Oui, puis fais juste regarder, t'es chez vous, t'es pas au bureau, puis tu sais, quand on parle des actifs, il y en a, c'était Ah, j'ai mon gros building, j'ai tant d'étages dans tel building, mais ça avait une certaine valeur. Mais là, tu regardes ça aujourd'hui, les compagnies réduisent les espaces parce que les employés sont décentralisés. Fait que les possessions, les actifs, ça veut plus ou moins dire de quoi. Puis je fais juste un parallèle. Il y a quelques années, il y avait eu une certaine crise financière, puis il y avait une compagnie de pétrole, là, je nommerai pas le nom, puis c'était, je crois, leur actif en termes d'usine, c'était autour de 70 milliards, mais l'action en bourse la valeur des actions totales en bourse était tombée à 12 milliards. Ah ouais. Ça a été incroyable. C'était la valeur d'une usine. Fait que les gens, Ouais. leur fonds de pension, les gens avaient investi leur fonds de pension, puis c'était des actions de la compagnie. Fait qu'il y en a qui ont été obligés de retarder, mais ça a repris, ça a pris un peu de temps. Mais tu sais, ça prend pas grand-chose, une crise, là. Puis c'est ça que tu te dis, là. C'était pas à cause d'une gaffe, c'était juste dans l'industrie que ça avait pas bien été. Ou... fait que, Ouais, puis tu regardes imagines-tu? maintenant les. Tu es à Hein? 58 ans, il te reste 2 ans de travailler, puis ton fonds de pension, il diminue de 80 là. C'est Non, pas drôle. alors, puis tu regardes aussi là, au Canada, je n'aurais pas de nom de compagnie, mais dans les plus grosses compagnies au Canada maintenant, tu regardes ça, la plupart n'ont pas d'inventaire nécessairement. C'est des Non. compagnies qui ont des excellentes, qui ont des extra grandes capitalisations boursières, qui ont un super beau modèle d'affaires, mais tu ne peux pas juste l'évaluer avec les modèles conventionnels parce qu'ils n'ont plus vraiment d'inventaire, Non. ils ont différents actifs. Donc, c'est vraiment intéressant comme modèle financier maintenant, mais c'est vraiment là qu'a entré l'investissement responsable puis les facteurs extra-financiers. Puis l'autre volet de la question par rapport à la croissance de l'intérêt pour l'investissement responsable a vraiment été par rapport à plus, les investisseurs sont de plus en plus sensibilisés par rapport à l'investissement responsable. Ça existe. Je pense que de plus en plus, les investisseurs prennent leur placement à cœur et aiment l'idée vraiment de pouvoir investir dans des produits qui correspondent à leurs valeurs personnelles. De là où vient la croissance des actifs vraiment qui a doublé l'année dernière.
Ouais, en investissement ben, responsable. ça va avec les valeurs, mais des fois, il y a des produits qui sont plus sensibles. Quand on parle, des fois, il y a des actions de compagnies de tabac. À un moment donné, c'était très populaire, mais là, le tabac, on le voit presque plus. Puis, bon, Ouais, les investisseurs veulent peut-être pas encourager ça. Je sais pas, l'industrie du cannabis, il y en a qui ont investi, il y en a qui ont. On ne parlera pas de cet environnement-là, mais divertissement pour adultes, des éléments comme ça, il y en a qui disent je ne veux pas investir ou dans les ressources polluantes. Donc, c'est ça, ouais, on a la capacité d'aller chercher des entreprises qui correspondent à nos valeurs, là. absolument. Puis, tu sais, il y a deux vraiment grandes familles. On n'ira pas trop en détail là-dedans, mais il y a deux quand même divisions de l'investissement responsable. La première est les critères ESG. Donc, vraiment, aller choisir les meilleures compagnies selon les critères environnemental, social et gouvernance. Puis, il y a l'autre pratique que t'amène vraiment des filtres d'exclusion. OK. Donc, non seulement tu vas chercher les compagnies les meilleures par rapport à tes trois facteurs ESG, par la suite, tu vas aller amener des facteurs d'exclusion pour aller éliminer entièrement euh, des facteurs, comme tu as dit, le tabac, le cannabis, le divertissement pour adultes, le gambling, Ouais. les armes à feu. C'est là, par la suite, tu amènes des filtres d'exclusion pour vraiment t'assurer que le fonds en question n'a pas d'exposition à ces compagnies-là. Donc, il faut vraiment différencier les deux. On n'ira pas trop en détail, mais tu vas Non. avoir des fonds qui vont être ESG, qui vont vraiment t'offrir les meilleures compagnies selon leur profil extra-financier, puis les autres solutions qui vont avoir vraiment les fils d'exclusion par la suite pour aller chercher vraiment de l'investissement d'impact pour les clients. Mais ça se peut-tu qu'il y ait une meilleure popularité, tu sais, avec bon, les nouvelles générations, là, les plus jeunes ou les générations qui voient où on est rendu, qui, bon, on entend ces temps-ci dire je veux laisser un meilleur monde à mes enfants, etc. Est-ce que si le public cible est un peu plus jeune ou t'as-tu ces données, sans dire de données précises, mais penses-tu que ça touche une corde sensible aux plus jeunes investisseurs? Absolument. Absolument. Les plus jeunes, de mon âge, dans la trentaine aussi, je pense que cette partie de ce segment-là de la communauté est beaucoup plus sensibilisée au niveau des enjeux sociaux, comme par exemple, vraiment, lui qu'on entend le plus parler, c'est vraiment l'environnement. C'est vraiment là, les enjeux sociaux, mais l'environnement. Puis c'est là où on a la plus grande demande, c'est vraiment d'exclure le pétrole dans ces discussions-là. Oui, puis ça, tu le vois, tu es peut-être de ce côté de la couverte-là, mais au niveau des fournisseurs de fonds, est-ce que ça a changé leur offre de service ou leur façon de. Ça a changé la façon d'approcher les gens ou de présenter les produits et services? Absolument. C'est certain que les compagnies de fonds ont évolué quand le marché, vraiment avec le marché qui a évolué aussi. Donc, le plus que la demande augmentait, certains fournisseurs ont dû développer des offres d'environnement durable. Certains étaient vraiment avant-gardistes, puis en avaient déjà créé il y a plus d'une décennie. Vraiment, lorsque le marché institutionnel s'est dirigé ou a vraiment innové au niveau de l'investissement responsable ESG, ben, certaines compagnies de fonds ont tout de suite embarqué et développé une offre de produits responsables. Mais c'est certain que durant les 5 dernières années, il y a eu un essor au niveau là, des placements d'investissement responsable et de plus en plus de firmes. Ben, les clients le demandaient. Les clients le demandaient. Avez-vous des solutions qui excluent le pétrole? Avez-vous des solutions que, vraiment d'ESG? Donc, les fournisseurs de fonds ont dû s'adapter et développer des produits adéquats. Oui, c'est ça, parce que juste le pétrole, là, dans les dernières années, ça a joué au yo-yo, comme l'or aussi, ça a joué au yo-yo, puis il y a certaines compagnies technologiques aussi. Euh, il y a eu il y a eu plusieurs éléments, mais j'imagine dans les 2 dernières années, presque toutes les flottes d'aviation étaient clouées au sol, on ne voyageait plus, fait qu'au niveau du pétrole, ça a dû être dur. Donc, déjà là, ça ne les a pas dérangés, ceux qui n'investissaient pas là-dedans, parce que c'était pas dans leur portefeuille, là, mais c'est ça, c'est des ressources que, tu sais, quand on s'en va vers d'autres énergies, des énergies renouvelables, le pétrole, pour combien de temps il y en a? Tu sais, est-ce qu'investir à long terme, c'est bon? Mais, tu sais, on n'embarquera pas dans le sujet, mais c'est des phénomènes qui sont arrivés dans les dernières années. Et, Ce que j'aime voir au niveau du pétrole, c'est les compagnies pétrolières qui font les efforts justement pour améliorer leurs pratiques puis leur niveau de gaz à effet de serre, ouais, mais qui vont aussi diversifier leurs actifs puis d'aller investir dans l'énergie renouvelable ou les
des stations pour des Tesla, des stations De recharge. d'énergie électrique, des recharges, des stations de recharge. Donc, des compagnies pétrolières qui font des efforts pour améliorer vraiment leur statut ESG. C'est super beau à voir dans le marché. Ouais, ben ça me fait penser un peu, eux autres, ils prévoient la transition comparativement à la technologie. Quand les premiers iPhones sont sortis, il y a des compagnies d'appareils numériques qui n'ont pas suivi la tendance, puis les compagnies ont fermé, là, les compagnies Exact. aussi d'appareils photo qui n'ont pas suivi, ben, il y a des compagnies qui ont fermé, mais là, s'il y a des compagnies de pétrole qui font un effort pour la transition, mais tant mieux, là. On ne veut pas en arriver à ça, mais c'est juste pour dire que Peut-être un peu sur la taille que prévu, mais bon. non, mais c'est pas ça. Ben, ça démontre que les entreprises, même qui sont dans des ressources qu'on dirait polluantes, voient l'avenir autrement et sont capables de développer, là. Ouais. Tu sais, c'est ça, avant de finir, aussi, on a parlé d'un truc en dehors. Tu sais, on parle d'investissement responsable. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont dit, OK, ils parlent de la bourse, ils parlent d'investissement, placer son argent, mais ça peut commencer à un plus petit niveau. Ce qu'on se parlait, c'est peut-être tu vas dire oui, tu vas dire non, là. Tu sais, l'investissement responsable aussi, on l'a connu dans les dernières années. C'est sûr, bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont commandé en ligne, mais encourager les entreprises locales pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement le moyen d'aller prendre un montant pour investir en bourse, juste encourager les entreprises locales, les entreprises de proximité. Déjà là, on fait un effort pour réduire certains éléments, mais on les connaît, les entreprises proches, puis il y en a beaucoup qui font un effort pour faire une saine gestion de leur entreprise puis attirer les clients locaux. Donc, je ne sais pas si c'est quoi que tu peux comparer puis dire, hey, quand on commence à encourager proche de chez nous, c'en est une forme d'investissement responsable, là. C'est super intéressant d'amener cette perspective-là aussi, mais c'est vraiment dans la sphère d'investir avec impact, Ouais, d'investir, mettre l'argent euh, où nos valeurs sont. Donc, ouais, quand nos valeurs sont au niveau d'encourager nos compagnies locales, bien déjà là, commencer à investir dans les compagnies locales, comme tu dis, mettre la priorité dans ces compagnies-là, bien, c'est une façon d'investir de façon responsable. C'est peut-être pas dans la même sphère que l'ESG non, au global, mais c'est un segment qui est vraiment d'investir là où notre argent, où nos valeurs sont, puis investir avec impact. Donc, c'est vraiment dans cette sphère-là de l'investissement responsable que je mettrais cette pratique-là. ouais, puis il y a des efforts qui se font. Là, je tombe peut-être plus dans le marketing, dans le commerce de détail, mais les entreprises qui Ouais. disent, ben, tu sais, rajouter un panier, un produit québécois, tu sais, c'est plus local ou 2 produits québécois par semaine dans votre épicerie, tu sais. Ils en font de la Ouais. sensibilisation à ce niveau-là, puis parce que ça crée de l'emploi, ça crée aussi ça crée des taxes qui sont réinvesties en quelque part dans la santé ou même localement, là, tu sais, il y a des petits joueurs de hockey qui ont le nom d'une entreprise dans le dos, ben, des fois, c'est d'encourager les entreprises locales, puis ça fait virer l'économie, mais ça permet à d'autres Absolument. personnes aussi. Quand on parle d'investissement dans la communauté, ben, les petites entreprises, des fois, sont plus présentes que les grosses entreprises, là. Absolument. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Puis même, je suis certain que là, je parle à travers de mon chapeau un petit peu, mais je suis sûr que les institutions gouvernementales, de plus en plus, veulent investir pour le développement durable. Ouais. Donc, ces petites actions-là qu'on fait à la maison, d'investir et créer cet argent-là avec les taxes, va vraiment aider à ces développements durables-là dans le futur. C'est certain qu'on va avoir un petit mouvement comme ça peut avoir un grand impact dans le futur. Oh, oui, mais j'ai hâte de voir ça, comment ça va évoluer, parce que moi, je suis comme dans une génération entre l'ancienne garde des entreprises puis la nouvelle garde qui font un peu plus attention, là, parce que Ouais. début des années 80, avec les voitures à l'essence au plomb, là, ça ne devait pas être très bon pour l'environnement, puis le spray net des années 80. Euh, donc, c'est ça. Il y a une évolution. Euh, je voulais revenir un peu, là, Olivier, avant de fermer, là, sur ton parcours. Tu as dit, bon, j'ai fait une semaine en technique administrative. Bon, c'est parce que tu as eu une opportunité d'aller pratiquer basketball là, à un certain niveau. Le Ouais. sport, tu étais impliqué beaucoup dans le sport. Ça a développé ton caractère, là. Euh, mais c'est ça, sans le basket qui t'a amené, bon, à un high school, qui après ça, qui t'a amené à l'université, est-ce que tu penses que tu t'en serais rendu là? Tu sais, c'est un parcours, est-ce que c'est plein de hasards qui ont fait que tu es rendu où ce que tu es, là? C'est certain que le fait que j'avais le basket m'a vraiment aidé à entrer dans une école comme Stansted, qui avait la voie directe aux universités au niveau de l'anglais. J'ai vraiment appris l'anglais rapidement.
Mais ce que le basket m'a appris, ça a été vraiment l'éthique de travail, puis qu'il faut que tu travailles pour avoir ce que tu veux. Ça requiert un niveau de travail incroyable. Puis c'est vraiment des atouts que j'ai amenés par la suite dans mon travail maintenant. Toujours essayer de travailler le plus fort. Fait que c'est vraiment ce qui m'a aidé. Puis l'autre aspect du basket, c'est le travail d'équipe. Yeah. Vraiment, de toujours travailler en équipe. Partout où tu vas, que tu sois à l'école, dans des travails de groupe, tu vas après ça dans ton travail après, que tu travailles en équipe, mais toujours avoir la pensée d'être un coéquipier m'a vraiment aidé, là, ça, combiné avec l'éthique de travail, puis vraiment le vouloir, le cœur. C'est vraiment ce qui m'a aidé à percer par la suite. Mais le basket a vraiment été ce qui m'a ouvert la porte à des opportunités que, écoute, peut-être que le cheminement aurait été pareil, mais ça m'a amené à avoir un trajet, au lieu d'être une ligne droite directe, ça a été un trajet un peu plus avec des courbes, mais ça a été super intéressant. Mais c'est ça, mais tu sais, tu arrives, là, tu dis, bon, chacun ses rôles là, dans l'équipe. Dans l'équipe de basket, c'est un travail d'équipe. On n'a pas toujours le meilleur rôle. Ouais, Parce que j'aimerais que tu parles, là, il y a des jeunes qui nous écoutent, puis il y en a qui aimeraient ça toujours avoir le meilleur rôle en entreprise, puis tout ça, mais le rôle de soutien, là, ouais. celui qui bloque le ballon, celui qui va faire les jeux un petit peu sales, là, comme, ça a Ouais. son importance. Ça, tu sais, c'est de dire aux jeunes, on n'est pas obligé de toujours être la vedette pour arriver à nos fins. Là. Puis quand tu fais le travail sale, un peu comme tu as dit, euh, tu ne feras pas toujours le travail sale. Mais il y a certaines périodes dans ta vie, certains rôles que tu vas avoir qu'il faut que tu fasses le travail sale. Mais faire le travail sale va en valoir la peine par la suite. Ce qui est important quand tu fais le travail sale, c'est que tu restes curieux, que tu travailles fort, que tu en apprennes le plus possible. Pour que quand tu as l'opportunité de passer à la personne qui fait le travail plus glamour, le travail plus prestigieux un petit peu, ben, tu vas être prêt. Puis quand l'opportunité se présente, ben, tu vas ouvrir la porte puis tu vas foncer. C'est ça. Mais c'est de ne pas perdre. Même si tu as une job sale, c'est quand même une partie intégrale de l'équipe. Une job sale, une job moins importante, moins à l'avant. Mais Job c'est de une position soutien. qui est importante. C'est ça, une position de soutien. C'est important parce que c'est là que tu apprends, tu te fais les dents, tu regardes un peu qu'est-ce que tu t'observes, qu'est-ce qui se passe. Puis le jour que l'opportunité va se présenter, ben, tu vas être prêt et tu vas foncer à 110 Ouais, c'est ça, parce que des fois, il y en a qui. Tu sais, on entend des fois des histoires, il y en a qui veulent avoir, là, tu sais, être la star, mais des fois, c'est bon de se faire les Ouais. dents un petit peu avant de monter en haut. Puis un Hey, aspect que je n'ai pas Oli. mentionné avant qu'on Ouais, termine, c'est la patience, c'est important. Dans un rôle de soutien, c'est la patience, puis observer, c'est super important. Si on est dans un rôle de soutien, puis on devient impatient trop rapidement, ben, ça pourrait peut-être jouer à l'encontre de nos objectifs à long terme. Mais si on est patient, puis qu'on observe, ben, c'est là qu'il y a une beauté là, dans l'avenir, pour ouais, l'avenir. puis c'est de même pour la carrière, c'est de même aussi pour les investissements. Patient. Ouais, exact, la patience. On a la vision à long terme. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais il y a quelques étapes pour y arriver. Donc, vraiment garder l'œil sur le long terme. Ben, écoute, regarde, ça fait une bonne demi-heure qu'on jase, là. Je m'étais mis une limite, là, une demi-heure, 40 minutes, ça passe vite. C'est sûr qu'on Ouais, aurait pu défoncer, on aurait pu faire une demi-journée facilement. certain, Tu as un mot de absolument. la fin avant qu'on quitte? Ben, merci beaucoup pour ton temps. Écoute, c'est un sujet qui est de plus en plus parlé et qui est important dans notre société, vraiment, dans l'investissement responsable. C'est pas juste une tendance, c'est un sujet qui est là pour rester. Je suis un grand croyant dans l'investissement responsable. Puis c'est sûr que c'est important de sensibiliser les investisseurs que ça existe. Faire les recherches soi-même, c'est important, mais aussi aller voir des professionnels de l'investissement pour qu'eux puissent vous guider là-dedans par la suite parce qu'ils connaissent les solutions. Mais il y a plein de belles ressources en ligne sur l'investissement responsable, puis un peu des stratégies de placement. Mais l'important aussi là-dedans, c'est quand on a une stratégie de placement, y faire confiance puis penser longtemps. Super. Hey, Je sais je pas te si j'ai bien fini ça, mais Ah, non, c'est correct, c'est correct. Hey, hey, je te remercie beaucoup encore, Olivier. Fait que, on se revoit sûrement bientôt à un moment donné. Mais à Noël je te l'année prochaine. remercie de ton temps, puis je pense que les auditeurs vont apprécier. Merci beaucoup, Michel.